نتشاور وإن شاء الله الأمور عم تتيسر باتجاه صحيح. لن نكون على رأس تجربة مماثلة لتجربة العراق. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'armée libanaise reprend le contrôle de Bab el-Tebene après 3 jours de violents combats à Tripoli. Tamam Salam est catégorique, les autorités ne reculeront pas dans leur combat contre le terrorisme. Le Front al-Nosra reporte une nouvelle fois l'exécution du soldat Ali Bazal, un des militaires retenus depuis août par les djihadistes. 3 d'entre eux ont déjà été exécutés. Washington appelle ses alliés combattant le groupe de l'État islamique à étendre la lutte contre les djihadistes sur Internet, une propagande diffusée via les réseaux sociaux. Et à suivre également dans ce journal, au Nigeria, Boko Haram a enlevé plus de 500 femmes et filles depuis 2009. Voilà la conclusion d'un rapport accablant de Human Rights Watch qui évoque des viols et des violences physiques. Après 3 jours de violents combats, l'armée libanaise a repris ce lundi le contrôle de Bab el-Tebene. Des milliers d'habitants ont fui Tripoli où les affrontements meurtriers ont causé d'importants dégâts aux anciens souks et à certains quartiers. Le Premier ministre Tamam Salam a été catégorique, priorité au rétablissement de la sécurité. Les autorités ne reculeront pas dans leur combat contre le terrorisme. Reportage. Bab el-Tebene déserté par ses habitants. C'est dans ce quartier de Tripoli que les combats entre l'armée et les islamistes ont été les plus violents. Au moins 5 civils ont été tués. La troupe a perdu une dizaine de ses hommes, plusieurs soldats ont été blessés. Le bilan côté islamiste est tout aussi sanglant. Après 3 jours d'affrontements, l'armée s'est déployée en masse dans la région totalement ravagée par les combats. Les militaires procèdent désormais à des opérations de ratissage et de perquisition à la recherche des islamistes en fuite. Plusieurs d'entre eux seraient liés aux attaques meurtrières contre la troupe à Miniyeh, au Akkar, où là aussi les armes ont opposé la troupe aux islamistes. Ces derniers accusent l'armée d'être sous la coupe du Hezbollah, leur bête noire, car le parti chiite d'Hassan Nasrallah combat les rebelles en Syrie aux côtés de l'armée du régime. Mais la troupe ne se laisse pas intimider. Dans un communiqué, le commandement militaire réitère sa détermination à éradiquer les groupes armés, rejetant au passage tout éventuel accord de cessez-le-feu avec les islamistes. Ce midi, l'armée a d'ailleurs réussi à sécuriser la mosquée Abdallah Ben Masoud. C'est ici que les miliciens avaient installé leur QG et leur dépôt d'armes et de munitions. Le Conseil islamique chérier a souligné ce midi, à l'issue d'une réunion extraordinaire à Dar el-Fatwa, le rôle primordial de l'armée dans la protection de la paix civile à Tripoli. Nous exprimons notre soutien à l'armée dans ses efforts à Tripoli et demandons que toutes les armes illégales soient retirées de la ville. Le rôle de l'armée qui consiste à protéger les habitations, les commerces ainsi que les civils à Tripoli est primordial et toute tentative de pousser les soldats à la désertion est rejetée. La situation à Tripoli a également figuré au menu d'une réunion sécuritaire au Grand Sérail à Beyrouth. L'occasion pour le Premier ministre Tamam Salam de souligner l'unité du gouvernement dans son soutien à l'armée et aux efforts de la troupe visant à restaurer la sécurité dans la ville portuaire. Et puis la classe politique a réagi aux derniers affrontements de Tripoli. Le leader des forces libanaises, Sami Jaja, dit espérer que l'issue soit décisive et finale pour extraire les terroristes qui trouvent refuge dans le souk de la ville et ses ruelles. Il s'est entretenu avec le commandant en chef de l'armée, le général Jean Ahouaji, pour exprimer son soutien à l'institution militaire contre le terrorisme et l'extrémisme. Le chef des FL estime que tous les Libanais, surtout les habitants de Tripoli et du Nord, soutiennent l'armée dans son combat. Walid Jumblatt a lui aussi souligné son soutien total à l'armée libanaise dans son rôle qui vise à asseoir l'autorité et la légitimité de l'État à Tripoli. Selon le chef du Parti socialiste progressiste, l'armée a une nouvelle fois démontré que son objectif est bien la protection du peuple libanais. Il a par ailleurs salué la position du leader du Coran du futur, Saad Hariri, concernant les incidents de Tripoli, estimant que celle-ci rappelle la position de son père, Rafi Hariri, lors des affrontements de Deniyeh en 2000.
Le Front Al-Nosra a une nouvelle fois décidé de reporter l'exécution du soldat Ali Bazal. La branche syrienne d'Al-Qaïda avait annoncé avoir décidé d'exécuter ce soldat otage dimanche à 10h avant de reporter une première fois sa décision. Dimanche soir, le groupe djihadiste avait affirmé que l'exécution aura finalement lieu à 5h du matin ce lundi. 3 militaires ont déjà été exécutés depuis les combats à El Sel entre l'armée et les djihadistes du Front Al-Nosra et du groupe de l'État islamique en août dernier. Une trentaine de soldats et de policiers sont toujours retenus en otage. En Syrie, le Front Al-Nosra et des brigades de rebelles islamistes ont lancé une vaste offensive contre la ville d'Idleb ce lundi. Il s'agit d'un des derniers bastions du régime dans le nord-ouest du pays. Cette ville, qui comptait près de 165 000 habitants avant la guerre, est totalement sous le contrôle du régime Assad. La province éponyme est en revanche un des principaux fiefs de la rébellion qui veut le renverser depuis plus de 3 ans. La rébellion qui reçoit de grandes quantités d'armes à partir de la Turquie frontalière. Mais dans les provinces de Homs et de Damas, les rebelles et Al-Nosra ont perdu en un an de nombreux bastions face à l'armée appuyée par le Hezbollah. Ils tentent désormais de défendre à tout prix leur fief, notamment dans la province d'Alep, où le régime menace d'assiéger les secteurs rebelles de cette ville. Je vous l'annonçais en titre, Washington appelle ses alliés combattant le groupe de l'État islamique à étendre la lutte contre les djihadistes sur Internet. Un appel lancé depuis le Koweït lors d'une réunion sur les moyens de contrer la propagande djihadiste diffusée via les réseaux sociaux. Le coordinateur américain de la coalition internationale, le général John Allen, a qualifié cette propagande de guerre horrible destinée à recruter et à pervertir des innocents. Il estime que la menace posée par l'EI nécessite une approche globale et coordonnée au niveau international, régional et local, combinant actions militaires, application de la loi, renseignements et moyens économiques et diplomatiques. Daesh utilise de manière sophistiquée les réseaux sociaux en diffusant de nombreuses vidéos de propagande, devenu un véritable outil de recrutement de combattants étrangers. Dans un instant, nous ferons le point sur un week-end électoral en Tunisie, en Ukraine, mais aussi au Brésil. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. C'est un rapport accablant que l'organisation Human Rights Watch publie ce lundi sur les filles et les femmes enlevées par le groupe armé Boko Haram au Nigeria. Un rapport basé sur les témoignages d'ex-otages qui apparaît au moment où 30 adolescents ont été kidnappés ce week-end dans l'état de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste. Selon l'ONG, plus de 500 femmes et filles ont été enlevées depuis 2009, dont les lycéennes de Chibok en avril dernier. Des témoignages évoquent des viols et des violences physiques. Une femme raconte avoir été menacée de mort, une corde autour du cou jusqu'à ce qu'elle accepte de se convertir à l'islam. Une autre jeune fille âgée de 15 ans affirme que quand elle s'est plainte d'être trop jeune pour se marier, un des commandants lui a rétorqué que sa fille de 5 ans avait été mariée l'année précédente. Une jeune femme a également indiqué avoir été forcée à participer à des attaques islamistes. Week-end électoral en Tunisie pour ce scrutin crucial pour l'avenir du pays et d'une région tourmentée. Le taux de participation était de 60% à la fermeture des bureaux de vote hier soir. Les autorités électorales ont précisé qu'elles avaient jusqu'au 30 octobre pour prononcer un verdict définitif sur ces élections. En attendant un premier décompte significatif officiel, le principal parti séculier s'est dit confiant dans sa victoire. Au pouvoir de fin 2011 à début 2014, Ennahda, le parti islamiste et autre grand favori de ces législatives, n'a pas voulu s'avancer et a appelé la classe politique à la patience. Près de 4 ans après le soulèvement contre Ben Ali qui avait donné le coup d'envoi au printemps arabe, nombre de Tunisiennes et de Tunisiens, en particulier des jeunes, ont déchanté et l'ampleur des espoirs déçus sera aussi l'une des clés de ce scrutin. Une élection présidentielle est par ailleurs prévue le 23 novembre prochain. Une nouvelle classe politique et un rapprochement avec l'Union européenne. Voilà ce que l'on peut retenir des premiers résultats des législatives anticipées de dimanche en Ukraine. Les résultats du scrutin annoncent une nette victoire des forces démocratiques pro-européennes, pro-ukrainiennes, avec environ 70% des suffrages. Le Parlement ukrainien s'apprête aussi à changer radicalement de visage et à incarner davantage l'esprit de la contestation de Maïdan, qui exigeait plus de démocratie, plus de réformes et plus d'Europe. Sur fond de récession économique et de conflits armés entre forces ukrainiennes et rebelles séparatistes dans l'est du pays, Kiev doit notamment engager des réformes de la justice,
des structures de l'État et lutter contre la corruption. Les questions de la guerre dans l'Est et de la fermeté vis-à-vis de Moscou devraient aussi être au cœur des négociations lors de la formation de la coalition. Dilma Rousseff promet d'être une bien meilleure dirigeante après sa victoire serrée dimanche au second tour de l'élection présidentielle au Brésil. Les Brésiliens ont réélu la candidate du Parti des Travailleurs avec 51,64% des voix. Un score bien maigre comparé à celui de son prédécesseur Lula da Silva, réélu en 2006 avec un peu plus de 60% des voix. La présidente a du pain sur la planche. Elle devra redresser une économie en panne et réconcilier les Brésiliens alors qu'elle sera confrontée à un Parlement morcelé et plus conservateur qu'en 2010. Le rival de centre droit de Dilma Rousseff, Aécio Neves, a obtenu 48,36% des voix. Il était le candidat favori des milieux d'affaires et des marchés. Le résultat de ce second tour est le plus serré depuis la fin, en 1985, de la dictature militaire au Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine. En Corée du Sud, le parquet a requis la peine capitale contre le capitaine du ferry dont le naufrage a fait en avril 304 victimes, des adolescents pour la plupart. Lee Jun-seok est jugé pour homicide par négligence aggravée, comme 3 autres accusés, 3 autres gradés de l'équipage du Séoul contre lesquels des peines de prison à vie ont été requises. Des parents des victimes ont manifesté devant le tribunal dans le sud du pays pour réclamer la peine maximale pour les accusés. Le verdict et les sentences devraient être rendus début novembre, soit près de 7 mois après le drame. Outre le capitaine et les 3 autres gradés, 11 membres d'équipage sont jugés. Le parquet a demandé des peines allant de 15 ans à 30 ans de réclusion à leur encontre. Les obsèques du patron de Total ont eu lieu ce lundi dans une église parisienne en présence de sa famille et de nombreuses personnalités françaises et étrangères. Christophe de Margerie, 63 ans, est décédé la semaine dernière dans un accident d'avion en Russie. Son avion est entré en collision avec un chasse-neige à l'aéroport Vnukovo de Moscou avant de s'écraser, provoquant la mort du patron de Total, de 2 pilotes et d'une hôtesse de l'air. François Hollande, son Premier ministre Manuel Valls ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient présents à la cérémonie à l'église Saint-Sulpice. De nombreuses délégations étrangères ont également fait le déplacement, notamment l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, mais aussi de Russie et de pays africains où le groupe Total est très présent et où Christophe de Margerie avait noué des liens avec plusieurs chefs d'État. Il sera inhumé demain dans l'intimité familiale dans l'ouest de la France. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'armée libanaise reprend le contrôle de Bab el-Tebene après 3 jours de violents combats à Tripoli. Tamam Salam est catégorique, les autorités ne reculeront pas dans leur combat contre le terrorisme. Le front al-Nosra reporte une nouvelle fois l'exécution du soldat Ali Bazal, un des militaires retenus depuis août dernier par les djihadistes. 3 d'entre eux ont déjà été exécutés. Washington appelle ses alliés combattants, le groupe de l'État islamique, à étendre la lutte contre les djihadistes sur Internet, une propagande diffusée via les réseaux sociaux. Et puis au Nigeria, Boko Haram a enlevé plus de 500 femmes et filles depuis 2009. Voilà la conclusion d'un rapport accablant de Human Rights Watch qui évoque des viols et des violences physiques. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à tous et à tous et à très bientôt. عم نتشاور وان شاء الله الامور عم تتيسر باتجاه صح. لن نكون على رأس تجربة مماثلة لتجربة العراق.